Rebonjour, donc deuxième vidéo de la journée, allez savoir combien il y en aura. Je me lève le matin sans savoir forcément ce que je vais faire, je prévois absolument rien, sauf que j'avais déjà prévu hier soir de répondre à une question, donc j'ai fait une vidéo ce matin sur que j'ai intitulé en gros comment lire les caractéristiques d'un onduleur hybride pour les choisir. Donc ça c'est la vidéo qui est en train de se télécharger au moment même où je fais cette seconde vidéo. Donc je voulais revenir vers vous pour vous parler un peu de mon installation, savoir où j'en suis au bout de 3 ans, et pour vous dire que je vais être obligé de faire une marche arrière. Le but de la chaîne, c'est vraiment d'être au plus près de la réalité, c'est-à-dire de vous décrire comment je vis avec mon installation, comment ça se passe, si je constate des vieillissements, des perturbations, est-ce que j'ai des questionnements, des interrogations, des incertitudes, enfin voilà. Le but, c'est pas de rouler les gens dans la farine, c'est justement vraiment de dire ça marche pas, et où est-ce que j'en suis, ce que je constate, et puis ma progression. Alors, si je reviens précisément vers vous, c'est que mon système, je vous le redécris, tel qu'il est à l'instant T, je ne vais pas faire l'historique, donc j'ai 3 kW crête de panneaux solaires, qui dans la réalité, au meilleur moment de l'été et de la journée, me donne 2300 watts. Hein, voilà, ça c'est le meilleur que j'ai. En ce moment, je dépasse jamais les 1500 watts. C'est ce que je constate. Et ensuite, j'ai 5 kWh de stockage sur batterie. Alors les batteries gèlent. Et donc, au cul de ma maison, j'ai tout l'éclairage. Enfin, au cul du système, j'ai tout l'éclairage. J'ai tous les systèmes froids, c'est-à-dire frigidaire, congélateur. Je n'ai pas de four, j'ai le four à micro-ondes, je n'ai pas de four électrique, et je n'ai pas mes machines à laver et lave-linge, lave-vaisselle. Eux, par contre, j'ai un inverseur de source, je peux les passer sur le solaire, mais ça reste en permanence sur l'alimentation EDF. Et j'ai donc des plaques à induction. Et j'avais fait le choix il y a maintenant 6 à 7 mois de passer les plaques à induction sur système photovoltaïque sans les mettre sous l'inverseur. Et donc, dès qu'on avait un repas dans la journée, par exemple, ou que mon fils se mettait à faire des crêpes, mon ou mes fils, pour se faire plaisir, si on n'était pas pile poil à l'heure où le soleil envoie du pâté, ma production photovoltaïque n'était pas suffisante, et donc pour sortir, je crois, la puissance max de ma plus grande plaque, on doit être sur 2500 watts sur la plus grosse plaque à induction, 1500 pour la plus petite. Donc en fait, tout de suite, il me manquait 1000 watts, et donc on tapait dans les batteries. Et l'hiver venant, les conditions climatiques post-septembre venant, dès qu'il a fallu utiliser ces fameuses plaques, y compris à midi, vu que j'ai moins de puissance disponible maintenant avec l'inclinaison du soleil qui est tout autre, hein, avant on était quasiment à la verticale, maintenant par rapport à l'horizon, si je devais donner un angle, c'est 30 degrés, 30 à 35 degrés. Donc conditions défavorables, j'ai moins de puissance, et il semble que mes batteries commencent à lâcher prise. Alors comment je m'en aperçois ? En fait, je vous ai câblé une carte électronique qui mesure la tension d'une batterie. Donc je suppose, et c'est le cas de figure de toute façon, que la tension de 12 volts en sortie est l'image de la tension qui serait en sortie des 4 batteries en série, donc de 48 volts. Et c'est ce qui se produit. Hein. Et donc je passe à côté, je lis les valeurs. Et je vois que les batteries dans la nuit, en fait, alors qu'il y a un système de charge, elles sont plus à 13,3, 13,4. Une batterie, elle est plutôt à 13 en fin de nuit, alors que je tire pas dessus. Ça a été déjà le premier élément qui m'a permis de me dire, tiens, il se passe quelque chose. Ensuite, cette fameuse carte qui détecte quand les batteries passent sous une certaine seuil de tension. Lorsque j'ai besoin de puissance, par exemple, repassage. Là, on est sur du 2000 watts. Si le soleil n'est pas suffisant, on allait chercher les 200-300 watts manquants sur les batteries. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, lorsque le fer à repasser démarre et qu'il va tirer, il va demander à tirer 500, 600, 700 watts de plus, la tension sur les batteries se casse la gueule sous la tension de seuil que j'ai réglée.
Et de ce fait, automatiquement, la carte détecte un seuil de tension bas et considère que les batteries sont déchargées et donc me rebascule le système sur l'alimentation EDF pendant 15 minutes. C'est ce que j'ai paramétré, le temps que ça recharge les batteries. Et donc ce phénomène, je ne l'avais pas constaté avant. Ça veut simplement dire en fait que mes batteries, quand je leur demande maintenant une très forte puissance d'entrée de jeu, elles sont pas capables d'envoyer la sauce. Donc ça veut dire qu'elles s'affaiblissent. C'est comme ça que j'interprète le truc. Alors pourquoi elles s'affaiblissent au bout de 3 ans? Au départ, moi je comptais les faire durer 5 ans. Et je vais tout faire pour qu'elles tiennent 5 ans. Donc, elles se fatiguent, je pense qu'elles se fatiguent objectivement, puisque je leur en ai trop demandé, trop de cycles charge-décharge, et couplé à des puissances sollicitées trop importantes lors de ces décharges. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, il est déconseillé de taper dedans à plus de 20% de leur puissance max lorsque vous leur tirez dessus. Je crois que c'est ce chiffre. Hein. Et donc les sollicitations que j'ai pu faire de temps en temps étaient trop gourmandes et on les ont peut-être trop rapidement fatiguées. Donc il va falloir que je tienne 2 ans encore sans changer ces batteries. Et donc ce que je vais faire, je vous ai mis une photo d'un tableau électrique qui n'est pas le mien, hein, qui est que j'ai pris chez Leroy Merlin. Donc là c'est vraiment un tout petit tableau, mais je vous l'ai pris pour une chose intéressante. C'est que là vous avez un disjoncteur différentiel et alors en sortie de différentiel, je pense que c'est en sortie, ça dépend parce que des fois il y a des différentiels avec la sortie en haut et la sortie en dessous. Mais bon, ça va pas être le détail qu'on regarde qui nous intéresse. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a des barrettes de pontage. Et donc là, on voit que tous ces disjoncteurs, quelle que soit leur sortie, sont pris sur la même barrette de pontage. Donc l'opération que je vais faire ce matin, qui va me prendre, j'espère une demi-heure, c'est que j'ai une série de disjoncteurs qui sont sur panneaux solaires, qui sont pris sous l'onde, qui sont alimentés en sortie onduleur, et j'en ai ici qui le sont. Alors là, on les voit pas parce que ici, sur ce dispositif-là, il y a apparemment un contacteur, mais bon, moi j'ai d'autres disjoncteurs, et il y en a qui ne le sont pas pris, donc il y a une barrette de pontage séparée. Donc ce que je vais faire, c'est que le disjoncteur de mes plaques à induction, qui se trouve être ici, symboliquement, je vous fais une image, je vais couper, donc il va falloir que je coupe la tension de la 220 volts de la maison, il va falloir que je coupe de 220 volts onduleur, il va falloir que je mette toute la maison en sécurité, et je vais couper ces barrettes, et je vais récupérer des barrettes pour les ponter en parallèle sur l'alimentation des autres disjoncteurs à côté, qui sont des disjoncteurs qui sont alimentés, eux, directement par un autre différentiel, qui lui est l'image et qui est en sortie d'alimentation EDF. Donc ça va être le boulot de ce matin. Tout ça pour enlever les plaques de cuisson à induction, pour soulager mon système, pour ne plus tirer de forte puissance à des heures où on serait censé, où on aurait envie de les solliciter. Donc voilà, je voulais faire ce petit topo, ce petit point avec vous pour vous dire voilà, les batteries gèlent, et ça confirme le message que je donne depuis le début. Les batteries gèlent, c'est un bon produit de démarrage, c'est un bon produit pour démarrer, pour avoir un petit bout d'autonomie, pour avoir une roue de secours. Mais si vous voulez vraiment faire de l'autonomie, avoir des bonnes capacités de stockage et pas flinguer votre matériel sur des délais très courts, il va falloir envisager d'autres solutions. Donc soit ces fameuses batteries acides, donc vous connaissez, je les ai présentées dans une vidéo sur l'installation d'un abonné qui est en Belgique, soit les batteries lithium que je vous ai présentées, dans lesquelles j'ai parlé du point de vue de la sécurité, mais également avec une installation d'une connaissance d'un pote qui lui a mis sa maison en autonomie et qui a directement monté ses batteries lithium. Donc batterie gel, c'est pour débuter, c'est pour des petites solutions de secours dès qu'on veut être ambitieux et qu'on veut envisager beaucoup d'autonomie, beaucoup de secours et bénéficier un maximum de ces panneaux photovoltaïques aussi pour faire baisser la facture. Ne comptez pas sur ces batteries, sinon vous allez très rapidement les flinguer et donc ça sera du pognon foutu en l'air.
Voilà, donc à moi maintenant de gérer pendant 2 ans pour faire en sorte que ces batteries tiennent encore 2 ans. Et je vais suivre le programme qui était prévu. L'année prochaine, je vais avoir 6 panneaux de plus. Tout de suite, je suis à 3 kW crête et je vais prendre alors 6 panneaux supplémentaires de 270, 300 watts, ce qui fera que je passerai entre 4000 et 4005, hein, je peux faire le calcul. Et ce qui fait qu'en réalité, je serai sur des puissances disponibles de 3 kW max quand le soleil est au beau fixe. Et donc l'avantage, c'est que sans rien changer d'autre, eh ben, j'aurai plus de puissance disponible, donc je taperai moins dans les batteries encore et ça va me permettre de les prolonger. Et ensuite, lorsque j'aurai des batteries bien conséquentes, donc acide ou lithium, donc avec le budget qui correspond bien sûr, hein, parce que là ça va être sur des stockages. Si c'est du batterie acide, ça sera 20 kWh de stock, donc là c'est 1,50 m de batterie sur 40 cm de haut. Et si c'est des batteries lithium, donc là on est sur des racks, j'ai pas les dimensions en tête, mais ça doit faire dans les 50. Et il va me falloir 10 kWh de stock, peut-être 15. Et donc là, par contre, bien plus modulaire, beaucoup moins de place. En fait, ça tiendra à la place d'une chaîne IFI version années 80, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous informer de ça. Donc, à vos avis. Voilà maintenant ce que je vais faire. Alors, je reviens ici quand même, du point de vue de ce tableau électrique. Toujours, consigne numéro 1, la sécurité. La sécurité de vous, de vos proches et de votre maison. Si vous n'êtes pas qualifié, si vous avez un doute, vous ne touchez rien, que ce soit en paramétrage de votre onduleur ou que ce soit le câblage, que ce soit votre installation électrique. Dans le doute, on s'abstient. Il vaut mieux douter. Il faut toujours douter de soi pour s'imposer de vérifier, survérifier et revérifier encore. Donc, par exemple, lorsque vous décidez d'intervenir, toujours couper le disjoncteur, toujours couper partout, systématiquement. Hein. Là, je dis toujours le mieux, l'ennemi du bien, mais dans le cas de sécurité, non, c'est l'inverse. Et contrôler. Alors, l'idéal, c'est avec un testeur spécifique, ce qu'on appelle un contrôleur de phase. Hein, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Mais bon, à défaut, un petit tournevis testeur pour voir s'il vous n'avez pas de jus, ou alors le fameux testeur. Là, encore une fois, bon, c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais toujours vérifier. Ensuite, il y a la solution de bourrin. Hein, je l'utilise de temps en temps, à l'ancienne. Mais par contre, j'ai jamais l'utilisé. Non, je vous la dis pas, celle-là. Voilà, bon, je vous la dis pas parce que je serai hors des clous. À ne pas faire. Donc, je m'auto-censure. Allez, sur ce, à plus.